Corps à corps. Et oui, car au milieu de la tourmente française, et notamment avec cette crise des agriculteurs qu'on suit et que vous suivez, chers amis, lundi dernier, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a annoncé, parce que lui, il s'occupe des choses graves, que 12 agents de déstabilisation russes en Europe ont été ajoutés à la liste noire européenne. Et dans ces 12 agents, il y a Jacques Beau, que vous connaissez puisqu'on l'a déjà reçu régulièrement ici. D'ailleurs, je vous invite, on va mettre les liens pour aller revoir ces interviews interdites, vous savez. Allez les voir. Xavier Moreau, pareil, reçu hier par André Berkoff. Ou encore John-Marc Dougan. On en parlera tout à l'heure. Je propose d'écouter d'abord notre ministre, Jean-Noël Barrot, et ensuite on en parle. Et puis les sanctions à l'encontre de 12 agents de la déstabilisation russe en Europe, 12 responsables des ingérences étrangères ou des ingérences numériques étrangères. Et je veux citer notamment les sanctions qui vont être décidées aujourd'hui à l'encontre de Xavier Moreau, ressortissant franco-russe basé en Russie, qui est un relais de la propagande du Kremlin en Europe, ou encore les sanctions qui cibleront John-Marc Dougan, responsable d'ingérence numérique en Europe, et en particulier l'un des artisans de cette campagne que les services français de Viginum ont dénoncé, Storm 1516, et qui a visé à plusieurs reprises le débat public français et européen. Bon, alors, ça c'était Jean-Noël Barrot. On écoute rapidement Xavier Moreau, qui était chez André Berkoff. Vous savez, celui à qui on n'a plus le droit de donner la parole. On l'a fait évidemment hier chez André Berkoff. Berkoff sur le vif, on l'écoute. J'ai commencé à consulter un avocat. D'ailleurs, je vais prendre un avocat. Je vais contester évidemment cette décision. Vous allez porter plainte ou pas ? Oui, j'ai bien l'intention, d'autant plus que Jean-Noël Barrot m'a calomnié en fait, donc je vais pas laisser passer ça. Et je prépare même une bonne contre-attaque que j'effectuerai en France quand j'aurai un peu résolu tous les problèmes que me posent quand même ces sanctions. Je peux revenir en France. Alors je peux pas passer par la Pologne ou les Pays-Baltes, mais honnêtement j'en avais pas l'intention. Mais par exemple, si je passe par un pays comme la Turquie, en principe, d'après ce que m'a dit l'avocat que j'ai consulté, c'est possible. Je suis quand même citoyen français. Bien sûr. Voilà. Donc ils vont pas vous arrêter ou mettre en examen ou quoi que ce soit ou en garde à vue au moment où vous arrivez en France. Je sais pas, mais quand je serai prêt, je prendrai le risque et puis je verrai bien. De toute manière, je sais pas comment ils ont pu imaginer que ça me dissuaderait de quoi que ce soit. C'est ça c'est presque vexant pour moi d'avoir cru qu'ils pourraient m'empêcher de parler. Mais c'est incroyable. Donc je suis pas comme eux en fait. Donc voilà. Donc je reviendrai en France. Simplement là, je devrais revenir pour les fêtes, notamment avec mon fils aîné. Et si jamais je pars en garde à vue en arrivant à l'avion, je veux pas que mon fils aîné passe les fêtes de Noël à m'attendre dans la pièce d'à côté pendant que je serai en chaussettes et sans ceinture en train de répondre aux questions qui me seront posées. Donc voilà, donc vous l'avez compris, ça c'était Xavier Moreau, et pour en parler, eh bien, je suis très heureuse de recevoir Maître Étienne Épron. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes avocat au barreau de Paris, spécialiste en droit fiscal international, spécialiste notamment des questions Union européenne-Russie. Vous défendez des victimes de sanctions européennes devant la Cour de justice de l'Union européenne. Donc on va en parler évidemment, c'est très intéressant de vous avoir aujourd'hui. Nous sommes également avec Pierre-Yves Rougeron. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes juriste, spécialiste en intelligence économique, directeur de la revue Perspective Libre et président fondateur du Cercle Aristote. Et enfin, je suis avec Grégoire Pupinck. Bonjour Grégoire Pupinck. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous, juriste, essayiste et directeur du think tank chrétien conservateur, le CLJ. Et vous aussi, vous travaillez beaucoup au niveau de l'Union européenne. C'est pourquoi c'était particulièrement intéressant de vous entendre aujourd'hui. Mais je vais commencer par Maître Épron, si vous le voulez bien, puisque vous êtes spécialiste de ces questions, notamment des sanctions européennes. Donc, on est vraiment en plein cœur du sujet. Est-ce que vous pouvez nous rappeler d'abord comment ça fonctionne et comment ça a été décidé ? Alors, c'est décidé par le Conseil de l'Union européenne. Donc, c'est une décision qui intervient régulièrement, à intervalles successifs. Et ensuite, la situation des personnes sanctionnées est censée être revue tous les 6 mois. Et donc, on a un cycle de 6 mois où les gens, selon la modification de leur comportement qui aura été ou non constaté par le Conseil, sont enlevés de la liste des sanctions ou prolongés sur cette liste. Oui. Donc, en l'occurrence, si vous me permettez d'agir à ce que disait Xavier Moreau, il n'y a aucun lien éventuel entre une garde à vue et les sanctions. D'abord, les sanctions sont des mesures administratives par nature provisoire. On parle donc
restreindre sa liberté de mouvement sur le territoire de l'Union européenne, hormis la France, qui est le pays dont il est le ressortissant. On parle du fait que ses actifs financiers seront gelés, donc indisponibles, et de la même manière pour ses ressources économiques. Donc ça va restreindre tous les échanges qu'il peut avoir, tous les échanges économiques qu'il peut avoir avec des Européens. C'est-à-dire que désormais, envoyer de l'argent, accepter une prestation de la part d'une personne désignée, ne sera plus possible, sauf à être autorisé par les autorités nationales en termes de sanctions, et en France, c'est la Direction générale du Trésor. Donc voilà, ça c'est pour le mécanisme. Ensuite, je vais corriger un peu votre présentation. On ne défend pas des victimes des sanctions, on attaque la décision de désignation du Conseil de l'Union européenne pour démontrer qu'elle n'était pas fondée et faire annuler a posteriori les sanctions. Donc c'est un mécanisme judiciaire qui est différent de celui d'une demande. Oui, j'entends. Et précisément, les demandes d'indemnisation sont très rares, et une décision fondamentale est tombée la semaine dernière et qui refuse toute indemnisation pour une personne sanctionnée qui a gagné à plusieurs reprises devant le tribunal de l'Union européenne, c'est-à-dire qui a fait annuler les sanctions à son encontre, et il est venu demander réparation pour le préjudice que ça lui avait causé en termes d'image, en termes de capacité à travailler sur le sol européen, et il n'a pas eu gain de cause, et donc son recours indemnitaire a été refusé. Voilà. Oui. Alors, je me tourne vers Grégoire Pupin, que vous aussi, vous avez pu travailler sur ce genre de questionnement. Comment, aujourd'hui, vous avez appris la nouvelle d'abord? Est-ce que c'est des choses qui peuvent arriver assez régulièrement, ce genre de condamnation contre des dits agents de déstabilisation russe? Disons que ça fait partie de l'arsenal dont l'Union européenne s'est dotée récemment pour lutter contre ce que l'Union appelle les guerres hybrides, c'est-à-dire toutes les actions d'influence, de déstabilisation qui viseraient soit les valeurs de l'Union européenne, soit les intérêts des pays, la souveraineté, le fonctionnement des institutions démocratiques. Donc le but de ces sanctions, c'est de lutter contre les personnes qui sont susceptibles de mener cette forme de guerre, d'action, déstabilisation sur nos institutions. Il faut dire qu'en symétrie, la Russie a aussi adopté des sanctions contre les personnes qui, du côté européen, déploient, selon la Russie, une rhétorique anti-russe ou portent atteinte aux intérêts russes. Donc en fait, ce mot sanction est assez mal choisi parce que ce n'est pas une sanction pour la violation d'une norme, parce que d'ailleurs le droit de l'Union reconnaît que bien souvent ces actions d'influence sont légales, elles ne sont pas illégales. Parler, publier des commentaires, des analyses scientifiques, des analyses géopolitiques n'est pas illégal, mais par contre c'est l'effet qui est produit et qui est considéré comme étant nuisible pour les intérêts d'un pays souverain. Alors généralement les sanctions c'est plutôt d'un pays souverain vers un autre pays souverain, entre intérêts souverains. Là, ce qui est vraiment important, c'est que ce sont des sanctions contre des individus qui ne sont pas directement ou nécessairement des agents de l'État. Voilà. Alors, on peut comprendre éventuellement qu'il y ait des sanctions contre des officiels d'un gouvernement élu, mais là, des sanctions qui s'appliquent contre des personnes dont il n'est pas démontré qu'ils sont des agents officiels de ces gouvernements, c'est quand même une nouveauté. Et ensuite, la nouveauté, c'est quand même une sanction qui a été, en tout cas pour monsieur Xavier Moreau, qui était demandée par la France, ah oui, au Conseil, contre l'un de ses ressortissants. Et donc là, c'est quand même très grave, parce qu'on voit que le gouvernement français emploie une forme de mesure d'exception, qui sont ces sanctions, contre l'un de ses ressortissants, alors qu'on aurait pu penser qu'il y a d'autres recours, d'autres voies de droit plus ordinaires qui existent. Donc ça montre vraiment la situation d'exception dans laquelle on est, et le fait que nous sommes, l'Union européenne et la France, dans une situation de quasi-guerre, en fait, puisque c'est un droit d'exception avec la Russie, et on applique un droit qui est celui que l'on trouve en temps de conflit. Oui, mais ça va être l'un de nos sujets, Grégoire Pupin, parce que ce serait un ennemi de l'État français officiel, je veux dire, à partir de critères officiels, c'est-à-dire nous sommes en guerre contre un pays, il est le relais de ce pays, donc traître à la nation, enfin je le résume, oui. Mais
Le problème, c'est que nous nageons dans le non-dit et dans le flou. Nous ne sommes pas officiellement en guerre contre la Russie. Donc, légalement, à partir de quoi on peut activer ce genre de sanctions à partir du moment où cette personne n'a pas tenu des propos qui soutenaient un pays en guerre. Et puis peut-on, même si on était en guerre, a-t-on le droit de soutenir ce pays? Je ne sais pas, ce sont des questions qui se posent. Pierre-Yves Rogian. À titre personnel, moi, j'y vois la marque traditionnelle d'un macartisme. Il y a une chose qu'on dit jamais sur le macartisme. Le macartisme, c'est une logique de perdant. Je rappelle que le macartisme débute quand l'Amérique se rend compte qu'elle a fait un demi-nul en Corée. Ben là, c'est à peu près pareil et nous l'avions prévu, Clémence. Nous avions prévu que quand le conflit en Ukraine serait suffisamment avancé, eh bien, l'Union ferait ce qu'elle sait faire avant tout, et ce que tout organisme parasitaire et perdant sait faire, c'est qu'elle se retourne contre l'ennemi intérieur fantasmé. Parce qu'objectivement, Xavier Moreau est citoyen français qui parle des intérêts français tels que lui les conçoit. Alors il en parle depuis la fenêtre russe. Un nombre incalculable d'élus français, et je parle d'élus français, et même de hauts fonctionnaires français, parlent au nom d'intérêts étrangers, ça ne choque absolument personne, à tel point que c'est devenu monnaie courante. Quant à Jacques Beau, le cas est encore bien pire. Parce que Jacques Beau, si des informations il y aurait, il faut vraiment la trouver. Il faut vraiment le prouver. Là, on est juste dans une substitution d'une question de personne à un échec politique assez classique des administrations européennes actuelles, un macartisme de perdant, mais qui va devenir monnaie courante au fur et à mesure que l'Union européenne paiera à la fois sa volonté de conflit en Ukraine et l'échec de ses moyens. En tout cas, c'est comme ça que je prends cette situation. Alors, je voudrais qu'on aille maintenant un peu plus dans le mécanisme avec vous, Maître Éperon, concernant cet arbitraire, en fait. Là, comment est dressée cette liste des 12 agents de déstabilisation? Sur quels critères? Est-ce que c'est possible que finalement, ce soit une décision qui soit prise, alors on l'a dit, par velléité française, mais au niveau du Conseil de l'Union européenne, sans aucun comment dire, échange? Il n'y a pas eu une procédure juridique, il n'y a pas eu de débat. Comment c'est possible ça? Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout ça? Effectivement, en fait, on est dans l'expression d'un fait de politique étrangère. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une sanction de nature pénale qui interviendrait à l'issue d'une procédure contradictoire où chacun peut faire valoir ses opinions. On est sur une décision politique qui est assise, en l'absence de tout pouvoir d'instruction, qui est assise sur les éléments qui sont dans le domaine public. Donc, les émissions de Xavier Moreau, les interventions de Jacques Beau, et tout ça va monter un dossier pour le Conseil qui, à la lecture de ce dossier, va considérer qu'il serait une bonne décision de sanctionner la personne en question. Donc, on est vraiment en dehors de tout contexte judiciaire. Maintenant, pour revenir sur ce que disait Pierre Rogian, si jamais ça ne correspond pas à la réalité, si jamais on ne peut rien trouver contre M. Jacques Beau, qui fasse une procédure devant le tribunal de l'Union européenne pour faire valoir que les éléments avancés par le Conseil sont infondés et ainsi se prévaloir d'une erreur d'appréciation et faire annuler les sanctions qui le concernent. La spécificité, pour faire un peu de procédure, c'est comme je l'évoquais tout à l'heure, les sanctions sont renouvelées tous les 6 mois. Donc par définition, lorsque vous faites annuler une décision, elle vaut pour le passé, puisque dans un laps de temps très court, de plusieurs semaines ou plusieurs mois selon les cas, une nouvelle décision politique est susceptible d'être prise. Et éventuellement en corrigeant le tir, c'est-à-dire en corrigeant les éléments factuels erronés ou en corrigeant le critère de désignation. Petite chose que je voulais rajouter par rapport aux précédentes interventions, donc il ne s'agit absolument pas d'une sanction pénale, et l'un des critères principaux pour sanctionner les personnes russes, c'est de dire que ce sont des hommes d'affaires importants. Hommes d'affaires importants qui, par l'importance de leurs affaires, concourent au budget de la nation russe. Et effectivement, là, on est très loin d'une incrimination pénale. On est dans un fait de politique extérieure, on veut atteindre l'État russe, donc on veut atteindre les personnes physiques qui contribuent à son succès, et on y va, on sanctionne. Et une dernière petite précision, malheureusement, le mécanisme de sanctionner
les individus plutôt que les États est relativement ancien, puisqu'on le retrouve dans tous les régimes iraniens, syriens de l'Union européenne, nord-coréens et tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est une politique qui est ancrée maintenant, c'est de se dire que pour pouvoir infléchir une politique d'un pays, on s'en prend d'abord à ces individus qui sont susceptibles de faire évoluer les choses de par leur importance. Et une dernière petite chose que je voudrais partager avec vous, c'est que les sanctions n'ont pas de portée extraterritoriale. Et ce faisant, Xavier Moreau n'est susceptible d'en ressentir les effets que sur le territoire de l'Union européenne. Donc ça, c'est assez particulier. C'est-à-dire que lorsqu'on considère l'expression d'une vue générale politique différente de celle des autorités européennes, on voit bien que RT France, Sputnik, lorsqu'elles agissaient sur le territoire de l'Union européenne, ont d'ores et déjà été interdites et sans passer par le mécanisme des sanctions. Ils ont été sanctionnés accessoirement, mais ils ont été surtout administrativement interdits d'antenne. Et donc là, on est sur un mécanisme un peu différent qui est de pouvoir atteindre quelqu'un qui est à l'étranger dans son patrimoine, qui va être immobilisé, sans pour autant être en mesure de l'empêcher de faire ce qu'il fait. Et c'est précisément ce qu'évoquait Xavier Moreau. Il disait, ils ne me feront pas taire. Et oui, en l'occurrence, ils ne peuvent pas vous faire taire puisque vous êtes en Russie. Oui, mais enfin, certes, mais on va se dire, c'est quand même gravissime. Enfin, il peut avoir des avoirs en France, c'est sa propriété. C'est sa propriété. Là, vous l'avez rappelé, il n'y a pas eu de justice pénale, il n'y a pas eu de contradictoire. On est sur une décision de politique extérieure, sauf qu'en politique extérieure, officiellement, on n'est pas en guerre contre la Russie. Alors, si tous les gens qui font des relais d'une influence, on va dire, pour ne pas parler d'ingérence, c'est pas utiliser leur terme, d'un autre pays devaient avoir les mêmes sanctions, je peux vous dire qu'on pourrait commencer par le gouvernement. Enfin, c'est quand même, on est quand même très comment dire, il n'y a rien d'objectif dans cette histoire. On aimerait bien construire et voir comment ils ont construit ces ennemis officiels de l'État désormais. Pourquoi ceux-ci, pourquoi pas les autres? Dans ce cas-là, il y a... Alors, l'avocat qui aura le plaisir de représenter Xavier Moreau aura accès à un dossier de preuve du Conseil de l'Union européenne qui va lister l'ensemble des interventions qui, aux yeux du Conseil de l'Union européenne, violent son règlement 269-2014, en tout cas sont susceptibles d'être une base au titre du règlement 269-2014 pour désigner Xavier Moreau et Jacques Beau. Mais ce qui est assez intéressant et ce qui, en réalité, ce que vous mentionnez, c'est-à-dire ce mécanisme qui porte atteinte, même temporairement, au patrimoine, la liberté des personnes désignées, ce mécanisme, en l'absence de tout processus juridictionnel, il est très critiquable d'un point de vue judiciaire. C'est notamment ce que j'ai pu faire en commettant quelques articles dans des revues. Et jusqu'à présent, il était assez acceptable par l'opinion publique en France parce qu'il ne visait quasiment que des Russes. Je dis quasiment, mais en tout cas, pour l'instant, il n'y avait pas de Français dans la liste. Maintenant que ce sont des personnes françaises qui sont touchées, est-ce qu'on va toujours considérer que c'est acceptable? Voilà, ça c'est à mon avis un tournant, parce qu'effectivement, tant que c'était des Russes, en réalité l'opinion publique s'en moque pertinemment que les personnes russes aient un droit à la défense, qu'elles soient susceptibles d'avoir un recours juridictionnel effectif. Voilà, ça c'est des sujets qui nous apparaissaient secondaires sur la place juridique parisienne, dans la mesure où les Français n'en étaient pas victimes. Aujourd'hui, à mon avis, le paradigme se présente un peu autrement. Ouais. Grégoire Pupinck, de nouveau, sur ce côté totalement arbitraire. Alors, on l'a dit, on n'est pas sur une justice pénale, on est sur une décision politique liée à une politique, donc à la politique étrangère de notre pays. D'ailleurs, c'est bien Jean-Noël Barrot qui a annoncé ces sanctions, donc ça veut tout dire. Comment on fait, et vous qui connaissez bien aussi les mécanismes au niveau de l'Union européenne, pour comprendre comment va continuer d'avancer cette machine de guerre qu'est l'Union européenne contre ce qu'ils considèrent comme des agents ennemis, mais contre des citoyens, contre des Français aujourd'hui. Enfin, quelle est comment dire, quels sont les critères finalement objectifs pour sanctionner, et surtout, ont-ils vraiment le droit de le faire? Bon, alors le droit de le faire, oui, ils ont le droit de le faire sur la base du droit de l'Union. Ça rentre dans le cadre de la politique étrangère et sécurité commune de l'Union européenne. Donc, c'est adopté par le Conseil de l'Union. Il y a des bases juridiques de l'Union européenne là-dessus qui définissent assez bien les raisons. Donc, comme je l'ai expliqué, c'est
les politiques qui sont liées au gouvernement de la Fédération de Russie, qui menacent la démocratie, l'état de droit, la stabilité, la sécurité de l'Union ou encore la souveraineté ou l'indépendance des États par tout un tas de moyens qui sont listés dans cette décision, comme l'organisation de manifestations, les atteintes au processus démocratique, le fait de vouloir intimider des opposants, la manipulation coordonnée de l'information, donc c'est là-dessus qu'est visé principalement M. Moreau, et puis aussi les personnes qui instrumentalisent les migrants, et puis aussi les personnes qui aident et qui soutiennent. Donc ça vise non seulement les agents officiels, on va dire, du gouvernement, mais aussi ceux qui aident et qui soutiennent ces actions, donc on peut dire les relais du gouvernement russe lorsque ce gouvernement mène ses actions. Et donc c'est ça la base, c'est extrêmement large parce que c'est effectivement les personnes associées ou qui soutiennent. Donc finalement, toute personne qui reproduit dans son média le discours critique à l'égard de l'Union dans le cadre du conflit avec la Russie, d'une certaine manière peut être visée. Donc les sanctions, encore une fois, ce sont pas vraiment des sanctions, c'est une mesure unilatérale, offensive en fait. Parler de sanctions, c'est un peu un euphémisme. Hein. C'est pas du tout une sanction pénale, c'est une mesure unilatérale qui vise à neutraliser ou à réduire l'influence d'une personne lorsqu'on ne peut pas la condamner autrement. Donc effectivement, ça vise des personnes qui sont souvent à l'étranger. Et là, la nouveauté, c'est que ça vise un Français. Effectivement, comme ça a été dit, c'est extrêmement sérieux. C'est aussi extrêmement sérieux parce que, bien sûr, à travers cette sanction pour M. Moreau, le but, ce sera évidemment de neutraliser ses moyens de communication. Et là, l'Union peut utiliser le fameux bouclier démocratique et tout son arsenal en matière de réglementation des communications numériques. Alors, juste, pardon, je vous arrête là-dessus. Grégoire Pupin, sur la partie de neutralisation, on va dire, de toute sa parole, on va dire, ça veut dire que toutes les personnes qui, comme nous, pouvions l'interviewer, vont également être touchées par ces sanctions. C'est-à-dire que cette personne est interdite de parler. C'est ça que ça veut dire, finalement. Enfin, dans notre pays. Devient potentiellement un peu radioactive. Ça veut dire que si vous relayez consciemment, évidemment, ça devient délicat. Si ça devient en plus une habitude, moi, j'ai déjà eu l'occasion d'avoir affaire à des personnes sanctionnées par l'administration américaine. Et là, effectivement, c'est extrêmement délicat parce que l'administration américaine peut réussir à poursuivre ceux qui rentrent en relation avec des personnes sanctionnées. Alors, je sais pas comment c'est pour l'Union européenne, mais c'est effectivement délicat dès lors que l'on est, je répète, la qualification est très large, hein, associés ou qui soutiennent les personnes qui agissent pour le compte de la Fédération de Russie dans toutes ces opérations. Fabuleux mécanisme d'interdiction de parole, hein, quand même. Oui, alors ensuite, ça sera utilisé pour effectivement faire pression sur Twitter, YouTube, etc., pour fermer les comptes. Je pense que c'est ça le but qui est visé, c'est de neutraliser la parole. Alors, la particularité quand même, effectivement, vous avez dit que nous ne sommes pas en guerre, mais bon, moi ça, je ne crois pas. On a quand même une Union européenne qui soutient, qui financièrement l'un des belligérants, qui fait tout son possible pour que ce belligérant, effectivement, ait le dessus. Donc, on est quand même engagé clairement dans un camp. Justement, ce que je dis, on est engagé, mais toujours dans cette notion floue. On n'est pas passé par une décision parlementaire. Il n'y a pas eu de consultation de la population française, par exemple, pour cet engagement en guerre. Donc, vous voyez ce que je veux dire, tous les moments où le peuple doit pouvoir se rappeler à lui, à sa souveraineté, pour pouvoir décider qui doit être notre ennemi ou qui ne doit pas l'être, ont été bafoués. Oui. Mais c'est comme la guerre froide. Ça veut dire c'est une guerre, effectivement, où nos blocs s'opposent pour des raisons qui ne sont pas seulement territoriales, ni seulement économiques. On a des raisons qui sont fondamentalement idéologiques. Et nos blocs s'opposent, et donc il est assez naturel, compréhensible, prévisible, que la répression, que chaque bloc exerce une répression sur les personnes qui portent la parole de l'adversaire. Et M. Moreau la porte très bien.
Et donc, c'est aussi un peu un compliment qui lui est fait pour la qualité de son travail. C'est qu'effectivement, il est redoutable dans ses démonstrations et dans son travail. Et donc, il est réellement un adversaire sérieux pour l'Union européenne dans cette guerre qui est avant tout une guerre idéologique. Moi, j'ai beaucoup connu la Russie à Strasbourg au Conseil de l'Europe. Vous savez, je travaille là-bas ici depuis 25 ans. Et donc, j'ai beaucoup travaillé je travaille beaucoup au Conseil de l'Europe, et donc j'ai beaucoup travaillé à l'époque où la Russie était membre du Conseil de l'Europe. Et j'ai vu, en fait, la dégradation des relations avant la Crimée même, avant 2015, et puis encore ensuite. Et c'est vrai que cette dégradation des relations, elle était foncièrement, d'abord et avant tout, idéologique. Ça veut dire que la Russie, à l'époque, dans les années 2013-2014, je crois, voulait sincèrement rester dans le Conseil de l'Europe, rester amis, collaborer avec les autres pays. Mais les positions de la Russie en matière culturelle, en matière de mœurs, en matière idéologique, et celles de l'Europe occidentale se sont opposées de façon croissante. Et il y a eu vraiment de tensions croissantes et un fossé qui s'est creusé entre les deux. Et donc, ce que je peux dire par là, c'est que vraiment le conflit que nous avons, il est avant tout idéologique, et ça rend beaucoup plus compliqué la problématique de la liberté d'expression, de la définition de l'adversaire. Bah oui. Parce que si votre conflit est simplement matériel ou territorial, c'est assez simple. Mais lorsque le conflit relève de la pensée politique, évidemment, vous avez des adversaires partout, y compris à l'intérieur. C'est comme la guerre froide, vous aviez des soviétiques d'un côté, des agents du monde occidental de l'autre. C'est comme la guerre froide, il y a des purges. Là, je pense à l'URSS, mais il y a des purges. Il y a les purges des ennemis de l'intérieur. Il y a aussi parfois des personnes qui meurent bizarrement. Voilà, c'est comme ça. Pierre-Yves Rougiron, oui, alors pardon, il y a Pierre-Yves Rougiron d'abord, et puis après je vais vous donner à chacun le mot de la fin. Pierre-Yves Rougiron, concernant, je voudrais qu'on aille sur finalement, qu'on comprenne à quel point c'est important ce qui s'est passé, cette sanction notamment contre Xavier Moreau, qui est de nationalité française et russe, mais de nationalité française, donc gel des avoirs, sanctions contre cet homme, on l'a dit, décidé au niveau de l'Union européenne, sans passer par du contradictoire, et tout ça pour avoir soutenu finalement, tenu le discours d'un ennemi politique qui est la Russie, mais qui n'est pas officiellement, encore une fois, je parle de choses officielles pour qu'on ait des critères. Mais non, finalement, tout est flou aujourd'hui. On est dans une matière floue et on peut être condamné pour le soutien d'un pays ou qui n'est même pas officiellement en guerre contre nous. Et finalement, on a commencé à brosser un peu le champ de comment ça pourrait tous nous toucher derrière. Mais ce qui se passe est très grave, Pierre-Yves Rougiron. Vraiment très très grave. C'est la liberté d'expression, la défense, le droit de propriété aussi, parce que c'est le gel de ces avoirs, qui sont atteints directement en France, sur des Français. Je rebondis directement sur ce qu'a dit très intelligemment Grégoire Pupinck. C'est l'ambiance pourrie de la guerre froide. La guerre froide, c'était les suspects. Voilà. C'était les pro-soviétiques derrière le papier peint et les pro-américains à Moscou. C'est ce type d'ambiance gris sale où vous pouvez liquider à peu près n'importe qui, socialement, et si ça se passe mal, autrement. Et là, on est quand même à un point où l'Union se substitue à nous dans la logique de désignation de nos objectifs extérieurs. Elle n'a aucune légitimité. Elle a une légalité chancelante pour le faire, certainement, mais elle n'a aucune légitimité pour le faire. Elle n'a aucune légitimité pour m'intimer ou pour vous intimer ou pour intimer à Xavier Moreau de penser que l'intérêt de la France est d'avoir une relation empoisonnée avec la Russie. C'est à titre personnel, mais c'est l'intérêt de la France qui m'importe. L'intérêt de l'Europe ne m'importe pas plus que l'Europe elle-même. Mais nous n'avons pas tous à être pris en otage dans un conflit qui les regarde. Moi, j'ai été en poste là-bas, je peux assurer que l'hystérie sur les questions russes, nous avons observé, vu que nous sommes même croisés à l'époque avec Grégoire Pupinck, peut-être s'en rappelle-t-il, nous avons observé les mêmes phénomènes. L'hystérisation des rapports avec la Russie est délirante. Je rappelle que mon ancien patron,
le député Schaffhauser est depuis 9 ans sous enquête en France sur ses liens avec la Russie, sans qu'un dossier solide puisse être monté contre lui. Tout ceci est délirant. Et pourquoi, à la fin, pour quelque chose qui met en danger les intérêts français, qui maintenant va mettre en danger le débat public français, car je suis désolé, dire que la France n'a rien à faire dans un affrontement avec la Russie en Ukraine, ça relève du libre examen. Oui. Alors, dernier mot pour Maître Éperon, j'ai vu que vous souhaitiez réagir tout à l'heure. Oui, merci. Peut-être très rapidement de rappeler, et vous allez me faire passer pour le pro-Union européenne de la discussion, mais peu importe. Les sanctions, c'est quand même pas les purges des années 30 à Moscou. C'est-à-dire que c'est par définition temporaire et que c'est fait pour motiver un comportement chez les personnes désignées. Donc en l'occurrence, si Xavier Moreau interrompt ses émissions en Russie ou s'il change un tout petit peu son approche éditoriale, il a de grandes chances de pouvoir être enlevé des sanctions. Donc c'est quand même 2 poids 2 mesures. Et enfin, je voudrais souligner pour vos auditeurs le problème institutionnel qui a été évoqué par M. Poupinck, c'est-à-dire que dans la politique extérieure de sécurité commune de l'Union européenne, l'exécutif est à la fois le législateur, c'est-à-dire que c'est à la main du Conseil de rédiger les règlements et de les appliquer. Et donc là, on arrive à quelque chose qui est un peu kafkaïen, Oui. Où le Conseil voit ses décisions de sanctions annulées par le tribunal. Il lui suffit souvent de modifier pour qu'ensuite sa sanction ne soit plus contestable judiciairement. Et donc on a quelque chose qu'on n'est pas en France, c'est-à-dire un mélange entre l'autorité judiciaire, enfin entre le pouvoir exécutif et ce qu'on appelle être jugé parti, oui. Tout à fait. D'accord. Bon, donc, mais ça, c'est pas pour vous, c'est pas ambiance guerre froide, ça. C'est pas ambiance. Ça, c'est plutôt ça n'a rien à voir avec la confrontation avec la Russie. Ça a à voir avec le maelstrom européen et avec ce qu'on a pu accepter comme fonctionnement institutionnel. Mais effectivement, la guerre avec la Russie est une illustration de cette problématique institutionnelle. Oui. Alors, Pierre-Yves Rougeron, j'ai vu que vous hochiez de la tête. Je vais vous donner à chacun un mot de la fin pour conclure. Pierre-Yves Rougeron. Bon, à titre, là, pour le coup, ça n'engage que moi. C'est avant tout un message de soutien pour, particulièrement pour mon compatriote Xavier Moreau et pour Jacques Beau, vu que moi, ce sont des gens comme vous, Clémence, à qui j'ai donné la parole. Je trouve d'un côté, je remercie l'Union européenne, non pas de les viser, mais de s'illustrer dans ce qu'elle est. Parce que c'est vraiment... voilà, ça me rappelle mes années dans les institutions. Voilà, c'est cette marque hystérisante, mais il ne faut pas, en tout cas je le pense, voir cette marque hystérisante autrement que comme ce qu'on appelle en stratégie un tir de dépit. C'est-à-dire que quand on a perdu, eh bien on fait ça. Bon, vous en êtes là. Ça n'augure rien de bon, certes, mais comme dirait l'ami Charles Gave, ça veut juste dire que c'est peut-être le commencement de la fin. D'accord. Bon. C'est souvent les bêtes acculées qui sont les plus dangereuses. On en est là, en fait. Il y a un côté minable, quand même, dans ce... Barreau qui dit « Ça y est, j'ai eu un peu la peau de Xavier Moreau. » qui est notre ennemi direct. Hein, qui est notre ennemi direct. Ouais. Et là, vous vous dites, bon, c'est pas le ministre des Affaires étrangères, c'est le ministre des Affaires étranges. Voilà, avant toute chose. Elle est Grégoire Poupinck également. Vous êtes optimiste finalement, comme Pierre-Yves Rougeron, dans cette faillite morale, si on peut l'appeler comme ça? Je pense qu'on va encore passer quelques mois difficiles. Compliqué. Parce que si on accepte ce qui s'est passé pour Xavier Moreau, d'autres vont suivre, on va dire, c'est évident. Et encore une fois, c'est avant tout, on ne peut pas, les citoyens sont informés, on ne peut pas rester sans réfléchir à la situation et sans s'exprimer. Et donc, même chose pour des députés. Enfin, je vois pas comment la situation peut s'améliorer dans les prochains mois. Je pense que la liberté d'expression va être réduite. Le but aussi de frapper comme ça quelques personnes, c'est de faire peur.
de vous faire peur à vous, toxins, et à d'autres personnes, en sachant que voilà, si vous restez sur le territoire de l'Union européenne, vous avez le risque de vous trouver exposé à une telle sanction, à une telle frappe unilatérale pour vous neutraliser. Donc c'est bien aussi le but, c'est ce qu'on appelle en anglais le chilling effect, ça veut dire l'effet qui va congeler la liberté d'expression et réduire considérablement cette liberté d'expression. Et c'est un sujet qui est grave parce qu'encore une fois, ce conflit avec la Russie, moi je suis convaincu, ce n'est pas uniquement un conflit lié aux ressources économiques ou au territoire, c'est un conflit qui est culturel, qui est idéologique. Et sur une question culturelle idéologique, il est évidemment inévitable que les opinions soient extrêmement différentes à travers le monde. Oui. Maître Éperon, vous souhaitez ajouter un mot? Merci, non, c'est très bien, merci. Eh bien, merci à tous les trois. Il était important d'en parler, surtout de comprendre un peu les conséquences de ces sanctions qui nous paraissent un peu loin, qui ne nous touchent pas nous directement, mais toucher un concitoyen français, c'est déjà très grave, sur sa propriété, sur sa liberté d'expression, sur son droit de propriété, encore une fois. Ce sont des choses graves qu'il faut comprendre et il faut vraiment en parler autour de vous. Et eh bien, écoutez, on a entendu, il va y avoir évidemment la possibilité de contester cela au niveau de l'Union européenne, mais nous le contestons tous les jours en parlant au micro. Merci encore Grégoire Pupin, je rappelle que vous êtes directeur du think tank chrétien conservateur, le CLJ. Merci Pierre-Yves Régiron, président fondateur du Cercle Aristote. Et merci à vous Maître Éperon, je rappelle que vous êtes spécialiste en droit fiscal et international et notamment vous avez travaillé sur ces questions de sanctions européennes. N'oubliez pas qu'on a une chaîne avec une émission tous les jours à 18h. C'est Toxin Plus PLUS. Alors le lundi, vous retrouvez les sketchs de Laurent Firode. Bonjour, je suis Laurent Firode. Le mardi, vous retrouvez l'émission historique d'Éric Branca avec ce qu'il appelle les parts sombres de l'histoire. On apprend des choses vraiment passionnantes. L'Europe unie n'est dans l'esprit de Monnet qu'une étape vers ce fameux gouvernement mondial. Le mercredi, vous avez le RIC. Allez voir les débats animés par Fabrice Grimal. Il y a eu le service militaire, il y a eu les régions, l'audiovisuel public. C'est du débat et on vote sur Toxin. Là, au moins, on a le droit de voter. Je vous rappelle qu'avec le RIC Toxin, la France a rétabli la peine de mort, privatisé l'audiovisuel public et rétabli le service militaire. Et puis le jeudi, vous avez l'émission scientifique tenue par Alexandre Cugnache. Et le vendredi, Renaud Bochard, tout le monde sait. Alors Renaud Bochard, c'est notre chroniqueur pour les États-Unis. Et là, il organise des interviews qu'on prend le temps en plus de traduire. Allez voir aussi ces émissions qui vous permettront vraiment d'avoir un coup d'avance sur ce qui se passe aux États-Unis par rapport aux autres médias. Et enfin, la grande nouveauté, dimanche, vous retrouvez l'émission humoristique Le jour de Gouaille est arrivé. Parce que là, c'est nos limites dans l'humour. Vous allez voir, c'est du très très lourd.